I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, je grossis, je représente 25% du PIB désormais, je suis la dette des entreprises et des établissements publics et la Cour des comptes s'inquiète. Alors y a-t-il danger? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce mercredi matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et économique. Amine Dury également avec nous, responsable PME chez Inforisque, bonjour. Bonjour André. En deuxième partie, nous parlerons sondage et réseaux sociaux. Erreur sur Donald Trump et le Brexit, erreur également sur François Fillon lors de la primaire de la droite en France, mais pas sur le premier tour de la présidentielle. Et si les sondages n'étaient plus aussi fiables, et si nous faisons confiance aux réseaux sociaux pour déterminer désormais les résultats à l'avance des élections et des scrutins politiques, c'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Réaction, questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Y a-t-il danger autour de l'endettement des entreprises et des établissements publics? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques ce matin, puisque la Cour des comptes tire à nouveau la sonnette d'alarme. Mais avant, jour de vote de confiance sur le programme gouvernemental, ce sera ce soir au Parlement. Est-ce que, Hicham m'a dit, est-ce que cette question justement de la dette des entreprises et des établissements publics figure dans ce programme gouvernemental? Alors, à mon sens, non, pour une raison basique, c'est que de toutes les manières, il y a d'autres priorités qui sont plus urgentes, notamment l'emploi, la santé et l'éducation. Et du moment qu'on parle des secteurs dans lesquels on va investir, on va pas dire qu'on va réduire notre endettement, on va plutôt aller dans le sens de encore nous endetter. Il va falloir investir dans l'infrastructure d'éducation, de la santé, en termes de matériel, en termes de construction de CHU, et puis après en termes d'outils pour qu'on puisse rendre cette santé disponible et faire en sorte à ce que les gens puissent y accéder de manière adéquate, oui, de qualité. Donc, à mon sens, ce n'est pas la priorité. C'est pas la priorité, et pourtant, il y a tout de même alerte quand même pour certains établissements ou entreprises publiques, Autoroute du Maroc, qui a une dette importante, l'ONCF, puis l'ONE également. Amine Dury, est-ce qu'il y a danger vraiment pour ces entreprises et établissements publics au niveau de leur dette? Non, parce qu'il faut comprendre d'où vient cet endettement initialement. Alors déjà, c'est vrai que les ratios d'endettement sont très élevés. Pour certaines d'entre elles, le ratio d'endettement représente 5 fois les fonds propres, ce qui est absolument gigantesque. Maintenant, il faut comprendre d'où vient cet endettement. Et essentiellement, ça vient des travaux d'infrastructure, de l'investissement, concrètement. Donc on peut penser par exemple à la ligne à grande vitesse pour l'ONCF. Exactement. Donc, se poser la question de savoir s'il faut lutter contre cet endettement, ça revient aussi à se dire, est-ce qu'on remet en question certains de ces investissements? Je prendrai le cas emblématique de l'Office national de l'électricité, de l'eau et de l'électricité. Plusieurs problématiques. Il y a énormément d'investissements qui sont faits, mais derrière, il y a aussi d'autres causes qui freinent la création de cash flow, notamment le fait que le prix de l'eau et de l'électricité soit gelé, par exemple. Donc ça limite évidemment les revenus de l'entreprise. Donc il y a des choix politiques, tout de même des choix internes aux politiques publiques de la part de ces entreprises, établissements publics qui ne sont pas forcément adéquats, qui ne sont pas forcément bons et qui pourraient permettre de corriger un petit peu ou de limiter un petit peu cette dette? Alors il y a des possibilités déjà d'augmenter les cash flows de l'entreprise. Par exemple, au niveau de l'ONCF, il y a eu une augmentation du taux de TVA de 14% à 20%, donc qui avait pour objectif justement, parce que il y a un problème de base, c'est comme il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements, l'entreprise est en train d'accumuler énormément de TVA à récérer de l'État. Oui. Et donc on a ça aussi pose un augmenté vrai problème. Les billets, il y a quelques mois. Exactement, et ça pose des problèmes de trésorerie pour l'entreprise, qui sort beaucoup plus de trésorerie due à cette TVA qu'elle n'en récupère. Donc il y avait une solution qui était d'augmenter cette TVA.
Voilà, maintenant, la question elle reste là, c'est-à-dire ces investissements, ils grèvent les comptes de résultats de l'entreprise, parce que concrètement, qui dit investissement dit derrière de l'amortissement, dit derrière que ça va venir diminuer le résultat d'exploitation, et puis derrière quand on s'endette, il y a des charges financières. Hicham Hamadi, tout de même, ne jetons pas la pierre uniquement aux directeurs de ces établissements d'entreprises publiques ou de ces administrateurs, même si certains ont été pointés du doigt dans le rapport de la Cour des comptes publié en juin 2016, parce qu'il y a aussi une responsabilité des ministères. Et ça, les deux rapports, celui de la Cour des comptes 2015 qui vient d'être rendu public et celui de la Cour des comptes rendu public en juin 2016, mettent en valeur ce point, c'est la faible implication des ministères de tutelle, justement, sur cette question, entre autres, de la dette. Effectivement, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de représentation au niveau des conseils d'administration à travers des gens qui n'ont pas la compétence. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents d'une manière absolue, mais qui n'ont pas la compétence d'être administrateurs dans ce type d'établissement. Mais nous alarmons pas. J'ai regardé, par exemple, la dette française, elle dépasse les 2000 milliards d'euros. La dette américaine, elle risque de dépasser 30 000 milliards de dollars. Donc, la dette en soi n'est pas forcément, la valeur de la dette n'est pas forcément un problème, du moment qu'elle est utilisée pour des investissements. Et en regardant ces entreprises marocaines qui sont endettées, c'est des entreprises qui investissent dans l'infrastructure. Oui. On commence par ordre simplement aléatoire et non par ordre de la valeur de la dette. Il y a la Royal Air Maroc, il y a Autoroute du Maroc, il y a l'ONEE, et il y a quoi d'autre? Royal Air Maroc. Aussi, enfin je l'ai cité. Donc l'idée c'est que c'est des entreprises qui sont en train d'investir dans l'infrastructure qui vont nous permettre d'avoir un retour sur investissement. Qu'est-ce qui fait que on s'alarme, c'est que on a une mesure d'un ratio entre ce qui est investi et les capitaux propres et puis après ce que ça génère directement. Et à mon sens c'est pas suffisant parce que vous savez quand par exemple la Royal Air Maroc va décider de desservir une ville en Afrique ou quelque part, ces métriques vont se rapporter directement à ce que rapporte cette ligne. Vous savez, quand un homme d'affaires va faire cette traversée et il va probablement travailler avec un pays voisin, il y aura des échanges de flux d'argent qui ne sont pas inclus dans ces métriques. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire, tiens, le ratio de la dette, il est élevé parce que la mesure, elle est simplement intrinsèque à l'entreprise. Quand Autoroute du Maroc fait une autoroute ou bien, une route nationale, ça permet de faire à ce qu'il y ait des échanges entre deux villes, ça permet de désenclaver des villes, ça permet de créer de l'emploi de part et d'autre et donc de faire en sorte à ce que la valeur soit partagée. Oui. Toutes ces métriques ne sont pas incluses dans ces mesures. Et donc, l'investissement en soi peut paraître faramineux, peut paraître cher et donc à la fin on se retrouve pas par rapport à des métriques et on s'alarme. La difficulté ou le problème de la dette, c'est quand elle est utilisée pour des besoins de fonctionnement. Et là, je suis complètement d'accord avec Amine parce que quand on s'endette pour payer des salaires, quand on s'endette pour fonctionner, payer des charges courantes, là il y a un vrai problème. Ce qui est parfois le cas, la Cour des comptes en 2016 disait attention à la rémunération des salaires de certains administrateurs. Exactement. Ce qui est parfois le cas. Effectivement, vous venez de le citer, c'est pas tout le temps. Donc 90% des cas, c'est pour de l'investissement et de l'infrastructure. Ouais. Donc quand c'est le cas, ça veut dire qu'on a un problème systémique. C'est que cette entreprise ou cette administration a un problème de gestion. Et c'est là où on peut mettre en cause effectivement la gouvernance d'une manière directe et le management d'une manière directe. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Alors, le problème, c'est que quand on regarde les comptes de résultats de ces entreprises, notamment l'ONCF ou bien l'autoroute du Maroc, on voit qu'ils sont structurellement déficitaires. Et on voit aussi que du fait de l'endettement, le chiffre d'affaires, par exemple, de l'autoroute du Maroc couvre entièrement les charges financières. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ça me rappelle aussi ce qui s'est passé en France il y a quelques années avec certaines structures identiques, par exemple EDF en France ou Eurotunnel. Ils avaient la même problématique, c'est-à-dire investir dans les infrastructures. Et par exemple, Eurotunnel qui était coté en bourse à un moment donné afficher des résultats très très bas, toujours déficitaires, extrêmement déficitaires à cause de ces mêmes problématiques. Et comment ils sont sortis à un moment donné? Ils ont pris la partie infrastructure, ils l'ont mis dans une autre structure, donc qui est gérée à part, et donc tout le côté opérationnel était resté dans Eurotunnel. Et c'est à partir de là que l'entreprise a commencé à dégager des résultats positifs qui ont permis au cours de bourse de remonter.
Donc c'est quelque chose qui, bon, ça peut être éventuellement une solution envisagée pour que on puisse voir des résultats à nouveau bénéficiaires pour ces entreprises. Il y a des questions de management donc, et puis la Cour des comptes qui émet des recommandations comme à son habitude. Et par rapport à cette question de l'endettement des entreprises et établissements publics, elle recommande à l'État de mettre en place un dispositif de surveillance et d'établir des règles prudentielles en termes de financement. C'est assez incroyable de savoir que pour certains ministères, ça n'est pas encore le cas. Toujours le cas, Hicham Hamadi. Ah oui, vous savez, nos ministères, ils viennent d'une sphère politique et ils ne viennent pas forcément de sphère de l'entreprise ou entrepreneuriale ou on va dire de la gestion du business, et donc n'ont pas forcément les bons réflexes. Et donc ça fait que on a un représentant d'un ministère qui n'est pas adéquat parce qu'il n'a pas la compétence qu'il faut par rapport à ce secteur, et il n'y a pas les bonnes, on va dire, usages en termes de gouvernance. Il y a aussi le fait que le management de ces entreprises n'a pas un incentive sur les résultats. Par exemple, vous avez les grands patrons des grandes entreprises. Dans le privé, ils ont un fixe et un variable, alors que ce n'est pas, enfin, c'est le cas pour quelques entreprises publiques, mais c'est pas le cas pour toutes. Donc oui, il y a un vrai problème de gouvernance et un vrai problème de surveillance. Il faut qu'il y ait une autre manière de faire, et surtout d'une manière financière, et ça, Amine vient de le signaler, scinder ce qui est investissement de l'État, parce qu'en gros on a des structures dans lesquelles on va faire supporter un investissement public par une organisation, on va lui demander d'être rentable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que structurellement, quand on regarde le bilan, elle sera déficitaire parce que elle supporte quelque chose que l'État devrait faire. Et donc oui, ça a du sens de se dire, bah tiens, il y a quelque chose qu'on devrait faire parce que ça va désenclaver, parce que elle a un retour sur investissement sur 50-60 ans. Mais d'une manière opérationnelle, il y a une autre partie qui va faire toute la partie gestion. Il faut qu'elle soit rentable, il faut que la dette ne va pas pour payer les salaires, il faut qu'elle soit opérationnellement fiable. Il y a autre chose aussi, il y a un état d'esprit qu'on n'a pas aussi. Enfin, c'est pas forcément le bon exemple, c'est que vous avez aux États-Unis la citoyenneté est mesurée par votre découvert. Et donc, si vous avez un découvert extrêmement profond, bah vous êtes un bon citoyen. Donc la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est pas, il faut pas la voir que vous devez quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que l'État, ça veut dire que ces établissements et l'État a la capacité de lever cette dette. Ça veut dire qu'on a des agrégats qui font que les gens nous font confiance aussi parce que on a une capacité de lever de l'argent. Ça veut dire qu'on a du potentiel parce que une banque, elle va vous donner de l'argent. Enfin, pour simplifier, pour les institutions privées, internationales également. Elle va vous donner de l'argent parce qu'elle a confiance que vous avez la capacité de le rembourser. Et donc, vous avez du potentiel de générer de la plus-value, de la valeur, de l'argent pour pouvoir rembourser cette dette. Et donc, ça veut dire que on a le Maroc, il a la capacité de lever de l'argent et qu'il est un bon élève. Mais tout de même, un point soulevé par la Cour des comptes, c'est la dette en devises qui augmente pour ces entreprises. Et puis, autre point, peut-être les impacts, les conséquences pour le tissu des TPE, des PME, des entreprises vis-à-vis des délais de paiement et de cette dette qui devient de plus en plus importante pour les établissements, les entreprises publiques. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. Amine Diouri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisque. On parle du rapport de la Cour des comptes avec l'endettement des entreprises et des établissements publics qui va croissant. La Cour des comptes qui s'inquiète. Alors, on parlait, messieurs, justement, peut-être de système d'information en matière justement de reporting et de gestion comptable pour ces entreprises et ces établissements publics. Il y a beaucoup d'efforts à faire en la matière, Amine Diouri, pour limiter la casse de la dette? Alors, pas nécessairement pour limiter la casse, mais déjà, en matière de management, il faut déjà avoir de bons gouvernants, et d'autre part, il faut avoir un bon système d'information qui permet de remonter la bonne information aux managers, et par la suite, prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas dans la majorité des établissements publics, donc c'est un système qui doit être aussi uniforme par rapport aux différents établissements pour qu'on puisse comparer les données qui sont transmises après au ministère de tutelle.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est de la bonne gouvernance, tout simplement. Bonne gouvernance, on en parlait tout à l'heure avec cette gestion aussi des dossiers par certains administrateurs d'entreprises ou établissements publics qui a été soulevée par un rapport de la Cour des comptes l'an dernier. Un point que soulève ce rapport 2015, publié maintenant il y a un peu plus de 48 heures, c'est la gestion de la dette en devises qui devient de plus en plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vraiment inquiétant ? C'est peut-être le point le plus inquiétant, Hicham Hamadi ? Alors, inquiétant non, parce que on a un taux de couverture assez intéressant, donc qui s'est amélioré. Enfin, à un moment on avait une petite tension sur cela, donc ça a été 1 mois et demi ou 2 mois. Maintenant c'est à peu près large, donc c'est pas inquiétant du tout. Maintenant ça veut dire que on a une dette extérieure, c'est certain, et ça. Mais j'aime toujours retenir la partie positive, c'est-à-dire c'est des établissements qui ont un potentiel extrêmement intéressant, et donc ils arrivent à convaincre à l'étranger. Enfin, la dette en devise, elle est en général générée par l'OCP, qui aujourd'hui lève de l'argent à l'étranger. Donc ça veut dire que ces investisseurs croient en ces entreprises et voient un potentiel de développement extrêmement intéressant, et voient, parce que vous savez, quand on donne de la dette, c'est qu'on a un taux d'intérêt, on a un retour sur investissement. Donc c'est pas des gens qui vont vous donner cela pour de la charité ou parce qu'ils vous aiment bien. Ils vont le donner parce que ils savent pertinemment que vous avez la capacité de le payer. Et même si c'est garanti par l'État, ça veut dire que ils savent que vous avez un plan de développement sérieux, ils savent que vous allez générer de la valeur et vous allez pouvoir honorer ce que vous avez dit. Donc non, c'est pas inquiétant en soi. Maintenant, il faut pas utiliser cet outil à outre mesure, il faut qu'il soit utilisé pour des choses structurantes. Qu'on arrête d'investir effectivement pour qu'on paye des salaires ou pour qu'on fasse du fonctionnement. Je parle de les cas limités, et qu'on investisse dans des choses structurantes, notamment les systèmes d'information. Alors aujourd'hui, on investit pour faire de l'infrastructure, on investit pour faire des dessertes d'avions, mais on n'investit pas pour la structuration interne, et ça c'est important, parce qu'un système de reporting permet effectivement d'avoir de la bonne gouvernance, permet d'avoir de l'information fiable et de l'information analytique, et que ça fait, même en termes de délai, vous savez, aujourd'hui, pour faire de l'analyse de la dette, il a fallu beaucoup de mois pour le faire. Enfin, je pense 1 année. Là, on parle même de fin 2015 et non pas fin 2016 en termes de chiffres, parce que l'information n'existe pas sur un endroit centralisé. Il va falloir faire des recoupements, travailler pendant longtemps. Donc, les magistrats de la Cour des comptes peinent à trouver de l'information. Donc les systèmes d'information permettent de raccourcir ces délais, d'avoir et vous savez, le temps c'est de l'argent, parce que ça veut dire qu'on peut réagir rapidement et qu'on peut décider de la stratégie rapidement, parce que les données qu'on a sont fiables. Je me mets à la place des entrepreneurs qui nous écoutent, petits patrons de PME, de TPE. Il n'y a pas de petits patrons. Il n'y a pas de petits patrons, c'est vrai, vous avez raison de me corriger. Non, mais qui nous écoutent et qui se disent ce matin, entreprises et établissements publics qui ont des dettes qui vont croissantes, et moi à côté, justement, mes partenaires, peut-être entreprises et établissements publics qui ont ces dettes et qui me payent pas, qui ont un délai de paiement. Pour l'instant, je suis en train d'attendre de plus en plus. Il y a une sorte d'injustice, peut-être un ras-le-bol qui s'exprime. Alors, il y a une loi de délai de paiement qui va être mise en application concrètement pour les établissements publics à partir de l'année prochaine, du 1er janvier 2018, à Mindurie. Est-ce que ça va leur changer la donne, et est-ce que ça peut changer la donne au niveau de la question de la dette pour ces établissements publics et entreprises publiques ? Alors déjà, pour reprendre les chiffres officiels sur les délais de paiement de certaines entreprises publiques, relativement bas puisqu'ils se situent autour de 100-110 jours. À mon avis, on est beaucoup plus loin, mais bon, bref. Ensuite, il y a la question de la nouvelle loi sur les délais de paiement qui rentrera au 1er janvier. En théorie, c'est une très bonne idée. Maintenant, une entreprise qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de trésorerie, vous avez beau lui mettre des délais, elle aura toujours du mal à payer. C'est le cas, par exemple, où on parle de l'ONCF aujourd'hui, qui a de sérieux problèmes de trésorerie. Et pour pouvoir payer ses fournisseurs, ça reste très problématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement réfléchit à une façon justement de renflouer la trésorerie de cette entreprise pour qu'elle puisse elle-même payer ses fournisseurs. Donc ça, c'est plutôt un bon signe pour l'avenir ? Un bon signe s'il y a... Pour ces entreprises qui nous écoutent, entreprises privées qui ont des contrats avec différentes entreprises publiques. En tout cas, pour les impôts, peut-être, c'est une bonne nouvelle. Le problème des délais de paiement, c'est que la mesure... On a déjà augmenté les billets de train de l'ONCF. Exactement. Ouais. Ça a déjà augmenté. Le problème du délai de paiement, c'est quoi ? C'est que quand on fait la mesure, on va le faire sur des choses qui sont à peu près biaisées. Parce que le problème du délai de paiement, c'est pas le paiement, c'est l'acceptation
et l'acceptation de la livraison. C'est qu'on peut simplement décaler cette acceptation pour vous dire vous n'êtes pas conforme et vous reportez de 0. Et donc ça fait que quand on mesurera, effectivement, ça donnera un chiffre qui est relativement bas. Alors que la réalité est que il y a une procédure qui fait que pour que vous soyez payé, vous passez par un trésorier payeur et le trésorier payeur, je suis pas en train d'incriminer la personne, mais le système. Il va regarder tout votre dossier administratif d'une manière très très procédurale. Et cela fait que votre dossier, il est, 99,9% des cas, il est rejeté, il va falloir le refaire et donc le délai, il commence à 0. Et c'est ça le vrai sujet. C'est que, je l'ai toujours dit, c'est qu'on a un système qui se base sur la présomption de culpabilité. Vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Il va falloir démontrer que vous n'êtes pas coupable pour que je puisse vous payer. Vous avez fait une prestation, alors que normalement dans le bien fondé d'une relation commerciale, c'est que vous n'êtes pas coupable, on va vous payer jusqu'à ce qu'il y ait une défaillance qui apparaît. Donc le problème il est là. Et effectivement ces entreprises ils vont se dire ces grandes entreprises publiques aujourd'hui on fait le banquier pour elles en toute sincérité. Donc entre parenthèses, elles ont raison de le dire. Elles ont de la dette à l'étranger, elles ont de l'investissement, personne en gros ce qu'ils vont se dire, personne ne regarde cette rentabilité, sont même pas rentables, et puis après ils nous payent pas en fin de compte. Donc oui, c'est un sentiment d'injustice qui va apparaître. Cependant, il faut nuancer tout cela. Quand on est sur des chantiers structurants, on se dit je vais rester sur cela et je m'en fous de mes fournisseurs. Alors que si on revient aux recommandations de la Cour des comptes, il parle de bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, un des critères clés, c'est est-ce qu'on a un écosystème qu'on maintient, et cet écosystème, est-ce qu'on le paye à temps? Parce que quand on parle d'écosystème, on parle de fournisseurs, on parle de partenaires, et c'est cette relation, si elle est cassée, cette entreprise publique, elle peut pas avancer. Vous savez, si l'ensemble des fournisseurs d'une entreprise publique décident de ne plus travailler avec elle, ça arrêtera de bosser. Voilà ce qu'on pouvait dire. On a vu, ne serait-ce que les grèves, même si je n'aime pas donner cet exemple, les grèves au niveau d'autoroute du Maroc, ils étaient obligés de faire en sorte à ce que les barrières soient levées, et ça a fait un manque de 2 jours de travail. Donc si les partenaires décident de ne plus travailler avec un organisme public, il va mettre les clés sous le paillasson et il s'arrêtera. Donc oui, dans la gouvernance, il y a les fournisseurs, il y a les partenaires, il faut pas les oublier. Et puis à noter que la Cour des comptes conseille également aux entreprises et établissements publics d'avoir d'autres garants que l'État. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet ce matin. Dans un instant, on va s'intéresser non pas aux sondages, quoique, mais aux réseaux sociaux. Sont-ils plus fiables désormais que certains sondages? C'est vrai que les sondages se sont trompés ces derniers mois sur Trump, le Brexit, l'élection de François Fillon à la primaire de la droite en France. Pas sur le premier tour de la présidentielle en France, mais tout de même, faut-il faire davantage confiance désormais aux big data et aux réseaux sociaux plutôt qu'aux sondages téléphoniques? Ce sera le deuxième sujet que nous allons aborder juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors ce sera un coup de gueule. Avec la nomination du nouveau gouvernement, on a remarqué une chose, moi en tout cas j'ai remarqué cette chose, c'est qu'il y avait un ministère qui était très important, le ministère des petites entreprises et l'intégration de l'informel, qui a disparu des radars. Sachant que auparavant notre Premier ministre avait déclaré, notre chef de gouvernement avait déclaré que les entreprises, les petites entreprises faisaient partie de ses priorités et qu'il fallait régler au plus vite les principaux problèmes qui grévaient leur activité, notamment la question des délais de paiement. Maintenant, face à la disparition de ce ministère, ça envoie quand même un signal qui est relativement fort, et qui est pour ma part plutôt mal perçu. Donc voilà, c'était vraiment un coup de gueule sur ce point-là. Hicham Hamadi, un coup de gueule, un coup de cœur, vous? Un coup de cœur pour les gens qui nous amènent un vent de fraîcheur au quotidien et un bonheur au quotidien. Je nomme Saïd Hellel qui a su transformer des moments d'insatisfaction en une expérience riche. En plus, il partira en retraite dans pas longtemps, et donc je lui dis qu'il a laissé une empreinte assez positive et qu'il a marqué tous les gens qui ont croisé son chemin.
À la suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi, analyste politique et économique, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Et si Facebook et Twitter étaient plus efficaces que les sondages, c'est le deuxième sujet que nous traitons ce matin. Erreur sur Donald Trump et le Brexit, erreur également sur François Fillon, on le disait lors des primaires de la droite. Pas d'erreur pour le premier tour de la présidentielle. Les sondages ne sont plus fiables, Hicham Hamadi ? Non. Ils sont plus fiables, non. Il y a beaucoup de biais qu'il faut inclure. Ça, et les sondages actuellement qui se passent en Europe, aux États-Unis, se basent principalement sur Internet et non pas sur une rencontre directe. La représentativité peut être mise en cause et il y a d'autres biais. Vous savez, il y a des gens qui ont un degré d'appétence à un outil qui est plus élevé qu'un autre. Si vous parlez à un jeune entre 18 et 24 ans, sa réalité et sa vérité, elle vient des réseaux sociaux. Si vous parlez à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, sa vérité et sa réalité, elle vient de la radio officielle, d'un journal officiel ou de la télé, et ainsi de suite. Et donc, ça fait que à chaque fois qu'il y a un sondage et que vous utilisez un outil, il y a un biais qui est induit par cet outil. Dans le temps, quand les sondages se passaient one-to-one, toujours le score du Front National était toujours revu à la hausse. Parce que quand vous êtes en face d'une personne, c'était tabou de dire « je vote FN ». Et donc, il y a toujours une correction qui se faisait pour augmenter le ratio. Ça s'est vu. Après, c'est que toujours, il était sous-estimé dans les sondages. Donc, il y a toujours un biais de l'outil. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est que les réseaux sociaux sont en train de devenir de plus en plus démocratiques, représentatifs de la société. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on peut prédire ailleurs. Enfin, je parle pour le cas marocain, non. Il n'est pas encore le cas, même s'il y a une pénétration d'Internet assez forte. Je me rappelle, il y a une année et demie, il y avait un sondage qui a été fait qui a donné Nabila Mounib personnalité la plus préférée des Marocains, alors que là, la réalité des élections a donné autre chose. Donc il y a toujours un biais. La population qui est sur un canal, sur un média, n'est pas à 100% représentative de la population globale. Il y a un taux aussi qui agit, c'est le taux d'abstention. Ouais. C'est le nombre de personnes qui ne vont pas voter et qui passent par un canal ou un autre. Alors, petite parenthèse, c'est pour préciser, aux États-Unis, les sondages ne sont pas faits forcément de la même manière qu'en Europe, puisqu'on ne tient pas compte forcément de la représentativité socio-professionnelle des sondés, ce qui a été pointé du doigt et qui sera peut-être corrigé à l'avenir pour les futures présidentielles. Amine Diouri. Oui, alors je reprendrai les propos d'un responsable d'une agence de sondage. La principale problématique de ces agences, c'est qu'elles doivent interroger des échantillons qui sont représentatifs de la France, puisqu'on parle de l'élection présidentielle. Et par rapport, et ça doit se faire sur un volume qui soit assez intéressant. Donc au minimum 1000 personnes appelées. Vous doutez bien que pour appeler 1000 personnes, il faut en contacter 20 000 pour pouvoir avoir 1000 personnes. C'est ça la principale problématique. Et le temps qu'on passe ces appels, on est en décalage par rapport au temps. C'est-à-dire que par rapport à une question donnée à un instant T, le temps qu'on fasse ce sondage, la photographie a déjà évolué. Et c'est ça la principale problématique que cette personne expliquait. De l'autre côté, du côté du big data, donc on dit qu'effectivement il y a énormément de données intéressantes, Facebook, Twitter, etc. à analyser. La problématique, c'est que les personnes qui utilisent Twitter, par exemple, ne sont pas représentatives forcément de la France en général, des Français en général. Et puis, ça peut exclure, par exemple, les personnes âgées qui sont aussi très influentes au niveau des votes, qui n'utilisent pas forcément Twitter ou Facebook et qui ne sont pas prises en compte au niveau de l'appréciation des votes. Et pour Facebook, alors, un peu plus, parce que c'est plus large, c'est le premier réseau social mondial avec plus d'1,5 milliard de personnes qui sont connectées sur 2 milliards, pratiquement 2,5 milliards d'êtres humains connectés à Internet. Néanmoins, justement, est-ce qu'on peut détecter, parce que pour l'instant, ce qu'on cite, notamment comme études qui sont faites politiques sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de citations, d'évocation d'un candidat. Par exemple, François Fillon et Marine Le Pen étaient cités comme étant étaient les deux candidats les plus cités pour ce premier tour des présidentielles, et donc les réseaux sociaux prédisaient qu'ils seraient les deux finalistes. Il y a eu erreur, peut-être qu'il y a eu un effet Daesh. Certains estimaient qu'il y avait peut-être un pourcentage qui bougerait en faveur de Marine Le Pen pour ce premier tour de la présidentielle. Mais est-ce qu'on peut déterminer une citation positive et une citation négative sur Facebook, Hicham Hamadi ?
Alors, actuellement, ce qui fait le buzz, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, positif ou négatif, non. Ça doit sortir de l'ordinaire, ça fait le buzz. On a tous vu la vidéo du jeune à la Ferrari. Oui. Ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que ça sort de l'ordinaire. Par contre, si vous êtes sur un discours rationnel, pragmatique, simple, ça ne fera pas le buzz. C'est pas ça qui fera qu'il y aura un degré d'engagement, il y aura des gens qui vont vous suivre, il y a des gens qui vont liker. Non, ça fera, oui, que ça peut marcher, mais ça ne fera pas que vous allez vous démarquer. Donc la difficulté dans les réseaux sociaux, c'est celle-là, c'est que buzz positif ou négatif, on s'en fout, entre parenthèses, mais c'est surtout créer le buzz et faire à ce que les gens parlent de quelque chose. Ça marche très bien pour les marques, ça marche très bien aussi pour la politique d'ailleurs. Mélenchon a concentré l'ensemble de sa campagne sur les médias digitaux, il est arrivé premier sur les 18-24 ans, avec plus de 30%. Donc ça dépend de la stratégie choisie. Amélioré. Là-dessus, je reprends toujours les paroles de ce responsable d'agence. Il disait que la personnalité, enfin l'homme politique qui avait le discours politique, le programme le plus marquant et qui suscitait le plus de commentaires sur ce programme était celui qui allait l'emporter la présidentielle. Maintenant, pour revenir sur la question de l'analyse à partir des réseaux sociaux, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que intervient de plus en plus la question de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour analyser 15 millions, 20 millions de tweets, il n'y a pas des personnes derrière l'écran qui vont analyser mot pour mot. On a appris à l'ordinateur, on lui a appris à la machine, on lui a appris à analyser le sens, la tonalité des messages qui sont postés. Et donc, il est capable, aussi par apprentissage, de déceler si un message qui a été posté est ironique, s'il est négatif, s'il est positif. Et ça, c'est un énorme progrès, c'est une énorme innovation, en tout cas qu'on peut mettre à l'actif du big data. Peut-être une force en plus pour les réseaux sociaux vis-à-vis des sondages traditionnels par téléphone ou par Internet, c'est que finalement ces sondages traditionnels comptent beaucoup sur des échantillons de volontaires. Hicham Hamadi, ce qui est une part importante de volontaires fidèles, entre guillemets, dans ces sondages. Oui, quand on fait un sondage... Est-ce que ça ne fausse pas justement les Non, ça ne fausse pas parce que, vous savez, vous avez un comportement normal. Il y a un proverbe américain qui dit « How you do anything, you do everything ». C'est-à-dire que votre comportement sur Facebook traduit votre comportement normal. Et d'ailleurs, dans les sondages, il y a des règles ESOMAR qui font que il va falloir que vous acceptez de faire partie d'un panel et que, par exemple, quand on vous envoie un ensemble de questions, chaque question, elle est chronométrée. C'est que si ça dépasse plus de 3-4 secondes, vous êtes éliminé de l'échantillon parce que vous avez pris beaucoup de temps, parce que c'est pas un comportement naturel. Donc, il y a beaucoup de règles qui régissent ce domaine. Maintenant, les réseaux sociaux, la partie perverse, c'est que on a une génération qui vit entre parenthèses dans les réseaux sociaux. Donc sa vérité, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et on l'a vu avec le printemps arabe. On peut prendre un événement mineur et le rendre majeur et donc impacter directement l'opinion des gens. Et impacter dans le sens positif ou négatif. Et c'est ça ce qui est dangereux, c'est que ce n'est pas simplement un outil de sondage simple, comme les autres où on va vous poser il y a une interaction où est-ce que vous allez faire cela ou cela et puis après on recoupe. C'est un outil d'influence qui est très très fort. Alors on a vu Facebook justement qui listait les programmes des candidats aux présidentielles françaises, qui proposait donc aux Facebookers de voir les programmes. Est-ce qu'on peut imaginer demain Facebook, Google se mêler de politique et faire eux-mêmes des sondages? Est-ce que ça n'est pas un petit peu pervers justement, Migliori? Oui, c'est la crainte. Ils s'y mettent déjà. Et cette question s'était posée lors de l'élection américaine. Et beaucoup de politiques, je crois même Trump se posait la question, la peur de voir justement Google se mêler de cette question-là. D'autant plus que le patron de Google à l'époque était plutôt pro-Hillary, pardon. Et donc c'est une crainte qu'on peut avoir, mais elle doit rester neutre quoi qu'il arrive. C'est pas une crainte, c'est une réalité, c'est des faits. C'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. Mais pour l'instant, qui reste indirect. Ils peuvent aller encore plus loin, peut-être. Ouais, indirect, vous savez ce qui se passe en Syrie, l'opposition. De manière officieuse, disons-nous. Aussi, j'ai vu un reportage dans lequel les gens avaient accès à Internet par satellite, je ne sais pas par quel moyen, et donc ça veut dire qu'il y a des opérateurs, ça veut dire qu'ils peuvent poster ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'on est en train de pousser cela. Moi, j'avais vu une étude qui disait que l'algorithme de YouTube favorisait par exemple les messages de Mélenchon.
Bon, donc on peut très bien envisager qu'un jour les réseaux sociaux se mêlent de politique. Merci messieurs. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques. Dans quelques instants à 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellent.